Si ces pathologies augmentent, si de nouvelles pathologies apparaissent, je ne fais pas le détail, il y en a d'autres pathologies, mais beaucoup moins nombreuses qui apparaissent, qu'on est capable d'identifier, évidemment, je reviens à ce que je vous ai dit tout à l'heure, il faut aller chercher l'origine dans l'organisation du travail. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce qui donc a changé dans l'organisation du travail qui pourrait rendre compte de l'augmentation des pathologies? Alors il a fallu en fait énormément de temps pour identifier ce qui était en cause dans l'organisation du travail. C'est un problème scientifique extrêmement difficile, un problème clinique très difficile. C'est en 2003 que finalement ça a été possible de vraiment faire la première publication. Il se trouve que c'est un thème qui vous intéresse, hein. Donc méfiez-vous quand même, c'est l'évaluation. Voilà. Ce qui est nouveau dans l'organisation du travail, c'est donc principalement deux choses qui sont dramatiques. C'est l'évaluation individualisée des performances et deuxièmement les contraintes de qualité totale. Alors, n'entendez pas dans ce que je suis en train de vous dire que je mettrai en cause vos travaux et vos recherches tout à fait légitimes sur l'évaluation. Je suis également un partisan de l'évaluation. Mais par contre, je suis extrêmement hostile, extrêmement critique aux méthodes d'évaluation qui ont été introduites dans les entreprises et qui se généralisent pratiquement partout. Alors, je vous en donne quelques mots pour que vous compreniez ce qui se passe. L'évaluation individualisée des performances, elle est très critiquable dans l'entreprise en tant que, entendez cette fois-ci l'évaluation telle qu'elle est pratiquée ordinaire, c'est-à-dire fondée sur des principes, lesquels principes sont mesures quantitatives et objectives du travail effectué. Voilà. Alors ces méthodes qui sont fondées sur la prétention à faire une mesure, un mesurage du travail, ont plusieurs défauts. Le premier défaut, c'est que les bases scientifiques sont fausses. C'est radical, c'est absolument inattaquable, personne n'a critiqué, ne peut remettre en cause cette affaire. Pour des raisons précises, l'essentiel du travail, je ne peux pas vous le décrire, mais il faut que vous me croyiez, parce que sinon je suis prêt par contre à vous en parler longuement, parce que c'est très passionnant. L'essentiel du travail est de nature subjective. Voilà. Alors, pour que vous en ayez simplement une petite idée, quand vous travaillez, la première expérience que vous faites, c'est que ça ne marche pas. Ça échoue sur l'obstacle de la résistance du monde à la maîtrise technique. Sinon, on n'aurait pas besoin de vous. On pourrait tout automatiser. On ne peut pas automatiser parce que le monde résiste à la maîtrise. Non seulement la technologie au sens des objets techniques, mais résiste même au savoir-faire, à l'homme le plus habile, à la femme la plus subtile. Vous faites les soins et le malade que vous soignez bien, il vous claque dans les pattes. C'est la résistance du réel. Vous conduisez une centrale nucléaire, et bien la centrale nucléaire ne marche pas comme disent les scientifiques et comme disent les ingénieurs. Ça, c'est des mensonges. Elle ne marche pas bien, les centrales nucléaires. Et c'est pour ça qu'on a besoin du travail vivant, c'est-à-dire de gens qui sont capables de faire face à l'imprévu, l'inédit, ce qui n'est pas prédictible. Vous comprenez ça? Alors, les gens qui font ça, ben, ils commencent par échouer. Travailler, c'est échouer. Eh ben, ça ne suffit pas. Il faut échouer, puis il faut chercher, puis il faut encore échouer, puis il faut endurer l'endurance. L'endurance à l'échec, le découragement, l'amertume, le sentiment d'impuissance, je suis nul, j'y arriverai jamais. L'agacement, la colère, tout ça c'est des états affectifs. Et puis en plus, vous emportez ça chez vous. Vous n'endormez pas la nuit, vous emmerdez votre conjoint, vous embêtez vos enfants. C'est-à-dire c'est toute une histoire qui continue en dehors du travail. Et puis vous en rêvez la nuit. Mais si vous ne faites pas ça, vous ne serez jamais un bon médiateur. Le médiateur, il emporte les histoires de la médiation. Et le banquier, là, donc je ne parle pas seulement de ceux qui vont très mal aujourd'hui, je parle du banquier quand il allait bien. Eh ben, quand le banquier allait bien, très occupé dans sa tête, y compris la nuit. D'ailleurs, ils dorment peu, ces gens-là, ils sont très... Alors, le travail vous prend tout entier. Et fondamentalement, ce sont des états affectifs qui sont premiers. Et quand vous trouvez la solution, eh bien, cette solution, elle est un rejeton de l'échec. Il faut échouer et endurer l'échec subjectivement pour qu'un beau jour, tout à coup, vous vienne une idée, ah, et si je faisais comme ça? Si je trouvais la rhétorique, si je sortais cet argument-là, peut-être que j'arriverais à avoir le cinquième, là, qui ne veut pas venir dans la négociation de l'environnement, là, sur le viaduc. Mais ça vous vient parce que vous avez cherché, et vous avez échoué beaucoup. Voilà.
Tout ça, c'est des états affectifs. Fondamentalement, travailler, c'est échouer. Échouer, c'est souffrir. Endurer la souffrance, c'est de la subjectivité. Or, tout ce qui appartient au monde subjectif n'appartient pas au monde visible. Vous n'avez jamais vu un mal de dents passer. Hein? L'amour ne se voit pas. Vous avez compris ça? La haine non plus. Hein? Qu'est-ce que vous voyez? Les yeux brillants de la dame. Et vous vous dites elle-même, et à ce moment-là, vous prenez une paire de baffes. C'est vous dire que ce que vous voyez, c'est un état objectif qui n'a aucun rapport, quelquefois aucun rapport avec l'état affectif qui est derrière. Donc, cette chose est très importante. Ce qui est le monde subjectif n'appartient pas au monde visible, donc ne se mesure pas. Il n'y a de mesurable et de démontrable par la méthode expérimentale que de ce qui est visible ou peut être rendu visible. Vous ne verrez jamais les rêves que je fais de mon travail. La seule chose que vous pouvez faire, c'est me croire. Et pour que vous me croyiez sur le fait que j'ai un rêve, il faut que vous ayez rêvé vous-même. Si vous n'avez pas rêvé, vous ne saurez pas. Et il y a des gens qui ne rêvent pas. Bon, c'est juste pour vous donner une idée. Donc, ce que l'on mesure, parce qu'on mesure plein de choses dans le travail, eh bien, ce n'est pas le travail. Voilà. On prétend que ce n'est pas le travail. Donc, on mesure, au mieux, dans le meilleur des cas, les résultats du travail. Au mieux, dans beaucoup de cas, ce n'est même pas possible. Hein, c'est comme si pour les médiateurs, on comptait le nombre d'actions de médiation que vous avez faites. Ça n'est absolument... Il n'y a pas de proportionnalité entre le résultat du travail et le travail lui-même. Voilà. Il y a des médiations très longues, très dures, etc. Vous en avez un dossier. Vous êtes très mauvais médiateur parce que l'autre, il en a fait pendant ce temps-là 5. Voilà. 5 divorces. Tandis que vous avez un viaduc. Voilà. C'est à peu près ça, quoi. Bon. C'est à peu près ce qui se passe à la NPE ou des choses comme ça. Donc, premièrement, les bases scientifiques de l'évaluation sont fausses. 2. L'évaluation individuelle des performances, en accordant un privilège démesuré à l'évaluation individuelle, nuit à la fin, je n'ai pas le temps de vous le montrer, mais je pourrais vous le montrer, nuit à ce qu'on appelle la coopération, c'est-à-dire au travail collectif. Si vous n'êtes pas capable de mettre en œuvre des méthodes qui permettent d'évaluer le collectif de travail, vous nuisez au collectif de travail. Et le problème de l'évaluation individuelle, c'est qu'elle nuit effectivement à la coopération et elle dégrade la qualité. Troisièmement, l'évaluation individuelle des performances crée la concurrence généralisée entre les gens. Il suffit d'ailleurs de mettre une prime pour les mettre en concurrence, ça suffit, mais si en plus vous commencez à les menacer, dans le cas où il n'y aurait pas l'évaluation convenable, d'être éventuellement mis au placard ou peut-être licencié, très vite, les conduites changent. Et de la simple concurrence, on passe à la concurrence déloyale. Les gens se font des crocs en jambes, font de la rétention d'informations, donnent des tuyaux pourris, font des croche-pieds. Enfin, c'est-à-dire là, ça devient très vite un état épouvantable, c'est-à-dire que vous avez une déstructuration rapide de la loyauté et de la confiance entre les gens. C'est chacun pour soi. Et tant pis pour l'autre. Les coups sont permis. Avec des mots d'ordre comme « c'est la guerre économique », qui est une métaphore que les gens ont malheureusement pris pour la vérité. C'est une métaphore, c'est pas une guerre. Pas du tout. Mais enfin, en attendant, en assénant constamment ces choses, la guerre, ça veut dire la fin justifie les moyens, tous les moyens sont permis, et c'est ce que les gens, évidemment, comprennent assez vite. Donc en quelque temps, vous déstructurez la convivialité entre les gens, vous déstructurez le vivre ensemble, et à la fin, vous effondrez même les solidarités. La prévenance à l'égard d'autrui, j'en parle pas, le respect de l'autre, j'en parle plus, tout le monde se regarde, l'autre, on sait très bien que l'autre est une planche pourrie, et l'autre sait très bien que moi aussi je le suis. Donc ce que nous apprenons dans le monde du travail grâce à cette nouvelle forme d'évaluation, c'est une calamité. C'est la découverte qu'on accepte de participer et de finalement consentir à des actes que pourtant moralement nous réprouvons. Voilà. Et donc la conséquence de tout ça, c'est que l'évaluation individuelle des performances a fait apparaître dans le monde du travail la solitude. Nous sommes très nombreux, chacun seul. Voilà. Ce thème est un thème long, difficile à étudier. La systématisation est donnée, je crois, au moins en filigrane, sinon en horizon, par Hannah Arendt sous le nom de désolation. C'est la traduction française de loneliness. Hein. Elle distingue la solitude, qui est la solitude,
La isolation, qui est l'isolement, déjà une étape intermédiaire, la désolation, c'est le sol. Désolation, c'est le sol commun, du sens commun, et notamment du sens commun de la justice, qui s'effondre sous nous. Et même le sens commun plus généralement. La solitude en question, qui est effectivement le résultat des nouvelles formes d'évaluation individualisées introduites dans l'entreprise depuis, et pratiquement en voie de généralisation partout, même quand c'est vraiment aberrant, mais on le fait. Le résultat, c'est effectivement qu'on a cassé les stratégies collectives de défense dont je vous ai parlé tout à l'heure. On a cassé les solidarités, donc maintenant, quand vous êtes en prise avec un harcèlement, personne ne bouge. Et ne comptez pas sur le fait que les autres vont témoigner au moment où il y aura le conseil de prud'homme ou je ne sais quoi, ou peut-être la justice. Tout le monde se planque. Tout le monde a peur. Et quand vous êtes seul face à l'injustice, face à la discrimination, face au harcèlement, c'est pas du tout la même chose que quand vous êtes à plusieurs. Même quand cette solidarité ne mène pas à la grève, contrairement à ce que disait M. Copé tout à l'heure, je ne veux pas forcément à la grève, mais simplement le simple fait d'être ensemble et de témoigner à l'autre qu'on a bien vu qu'il est victime d'une injustice, ne lui incombe plus à partir de ce moment-là la charge de savoir s'il est victime d'une injustice ou si c'est lui qui est un incapable. N'oubliez pas que, enfin n'oubliez pas, c'est idiot, vous ne le savez pas encore, mais non. Les gens qui sont le plus vulnérables au harcèlement sont ceux qui sont motivés par leur boulot. Évidemment. Et donc la première chose, c'est ceux-là qui craquent parce qu'ils croient quand on les attaque et quand on les harcèle qu'ils sont en tort. La première réaction de celui qui est très motivé par sa boulot, c'est qu'il pense que ça doit être pour quelque chose. Pour faire la distinction entre ce qui est une injustice et ce qui est un traitement, donc injuste, et ce qui serait simplement une incapacité personnelle, ce n'est pas facile. Le regard des autres, la solidarité des autres, la prévenance des autres suffit à changer psychiquement la position et donc à vous donner une force considérable que vous perdez dans la désolation. Bon, j'ai pas le temps puisque je vois que le temps... Oh là là. Et alors, le terrible, c'est qu'en plus, il y a une pendule juste en face, donc je suis coincé, vous aussi. Donc, donc je vous donne. La deuxième grande chose, c'est la qualité totale. J'ai pas le temps de vous développer. Ça aussi, c'est un contresens théorique, n'est-ce pas? La qualité totale, c'est un truc bidon. Voilà, quand on est un scientifique, moi je fais mon métier, c'est pour comme l'évaluation quantitative du travail. Ça n'est pas possible, c'est faux scientifiquement. De la même façon, la qualité totale, c'est faux. La qualité totale n'existe pas. C'est ça la base même des sciences du travail. Ça ne marche jamais. Au mieux, la qualité totale est un idéal. Mais si vous faites passer l'idéal pour la vérité, et que c'est la condition pour obtenir les certifications, les normes ISO 9000, et 2000, 9000, 13000, 13001, etc., toutes ces synepsies, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de frauder. Donc le système, c'est un pouce à la fraude. Donc les gens mentent. Attendez, mais c'est très... Voilà, j'ai pas le temps de vous raconter. Et en plus, ça prend du temps. Voilà. C'est faux, faut frauder, et faut frauder, ce qui pose un problème moral, psychologique extrêmement sérieux, y compris de mentir par solidarité avec le chef. Enfin bon, on est dans des trucs de fou. Bon, je passe. Vous voyez ce que je veux dire. Ça alourdit aussi considérablement la charge de travail, parce que je ne vous dis pas le nombre de papiers qu'il faut remplir pour mentir. Le mensonge, il faut qu'il soit consigné sur papier, et comme ça on est sûr. Vous avez la qualité totale, c'est AZF, Toulouse, paf. Eh oui. Qualité totale. J'arrête. Alors bon. Donc je suis désolé, j'ai pas le temps de... Donc je voulais vous dire les incidences, les gens de ces analyses qui sont un peu schématiques, excusez-moi pour le caractère un peu débridé de mon exposé. L'action rationnelle en matière donc, sur ces questions du rapport entre santé mentale et travail, l'action rationnelle devrait donc viser fondamentalement la transformation de l'organisation du travail. Donc en particulier, comme on ne peut pas revenir en arrière, comment fait-on donc pour par exemple amender ces méthodes d'évaluation? Qu'est-ce que ce serait une évaluation qui serait bonne? Donc vous êtes en plein sur ces vraies questions qui concernent à mon avis le monde du travail dans son ensemble. Il y a des réponses assez circonstanciées, c'est compliqué, ça demande aussi du temps pour penser. Je vois, en tout cas, vous êtes sur la bonne chose. Là, les incidences pour vous, c'est-à-dire pour le métier de médiateur, à mon avis, c'est juste dire un mot pour terminer là-dessus. Si mon analyse est juste sur les conséquences de l'évaluation individualisée des performances, qui a eu raison à la fin des fins, jusque toutes les formes de solidarité, de collectif. Moi, je pense qu'en particulier,
Les organisations syndicales ont perdu de leur représentativité en raison de l'évaluation individuelle des performances, qui a été un coup très dur pour les organisations syndicales qui en plus n'ont pas du tout vu venir les choses et donc n'ont pas du tout su résister. Tout le monde a cru que c'était vrai, et qu'avec la vérité du chiffre, la vérité du nombre, on irait vers plus de justice. C'est exactement l'inverse. En attendant, les solidarités ont disparu, les gens se méfient les uns des autres. C'est vrai que le syndicalisme en France est en crise très grave. Dans ces conditions, la négociation, parce que l'organisation du travail, vous pouvez repérer ce qui ne va pas dedans et éventuellement imaginer des transformations, mais cette transformation, elle passe toujours par des négociations. Et avec qui négocier aujourd'hui? Ce n'est pas très facile. Voilà. Donc je n'ai pas le temps de vous développer cet aspect, mais c'est très intéressant et très important. Du coup, effectivement, je crois que reviennent aux médiateurs une place qu'ils n'auraient certainement pas eue il y a quelques années. Et je pense que là, du coup, il y a vraiment un champ important dans ces affaires de santé mentale au travail, la place qui revient, je pense, aux gens qui font de la médiation, a je crois, un avenir considérable. Seulement, attention, ça exige de la part, cette fois-ci, je pense personnellement, de la part des médiateurs, un outillage spécifique. Et c'est ça la difficulté. Et il ne faut pas seulement être bon en médiation, il faut connaître le travail. Parce que si on n'entre pas dans la matérialité du travail, alors on ne comprend pas ce que disent les gens. Autrefois, c'est ce qui se passait dans les conseils de prud'homme. Je n'ai pas le temps non plus de développer ce qui se faisait de façon magnifique dans les conseils de prud'homme, même y compris au XIXe siècle, dans les périodes les plus dures. C'était un lieu de médiation magnifique, puisque plus de 80%, 90% des affaires qui étaient menées au prud'homme au XIXe siècle se terminaient par un désaccord à l'amiable. Aujourd'hui, c'est évidemment proportion inverse. Et puis c'est très lourd. C'est très compliqué. C'est bien qu'il y ait des prud'hommes. D'ailleurs, j'ai reçu un tract ce matin en prenant le métro sur les élections de prud'hommes qui vont avoir lieu. C'est important. Mais je crois que là, ça demande, pour arriver à comprendre les enjeux et comprendre ce que les gens disent et pourquoi ils disent, puisque c'est ce que vous avez très bien développé ce matin, il faut comprendre pas seulement les intérêts que les gens défendent, mais pourquoi ils tiennent la position qu'ils tiennent. C'est un degré de plus. Notre problème à nous, comme médiateurs, excusez-moi, je me mets avec vous, c'est un peu exagéré, je ne devrais pas, mais je me mets un peu de votre côté. Le problème n'est pas seulement de comprendre quels sont les intérêts des gens. Le problème est de comprendre pourquoi ils disent ce qu'ils disent et pourquoi ils pensent comme ils pensent. Parce que les gens agissent en fonction de ce qu'ils pensent. Or, ce qu'ils pensent n'est pas toujours si facile que ça à savoir, pour des raisons aussi qui sont liées à la subjectivité du travail, c'est que les gens sont plus intelligents qu'ils ne le savent eux-mêmes. L'intelligence au travail est souvent en avance sur la capacité que nous avons d'en rendre compte. Les mecs, quand vous leur demandez, oh ben ça, je fais ça naturellement. C'est automatique. Alors, c'est ni naturel ni automatique. Et donc, c'est là le plus subtil du métier. Les gens le font, mais ils ne savent pas vous l'expliquer. Ce sont les savoirs du corps, y compris pour tenir un amphithéâtre. Pas seulement pour l'artisan menuisier. C'est vrai aussi dans les métiers de relations de service. C'est un rapport de corps à corps, avec le public, avec le malade, avec les élèves. Mais rendez compte maintenant de la façon dont vous tenez un amphithéâtre. Je vous attends. Vous savez le faire, mais vous ne savez pas le dire. Et c'est ça le problème. Et donc, le problème du médiateur, c'est d'arriver à passer jusqu'au niveau où les gens vont dire des choses qu'ils ne savaient pas tant qu'ils ne les ont pas dites au médiateur. Hein, la possibilité, par la parole, de métamorphoser une expérience en savoir symbolisé. Bon, voilà, c'est ça. Alors, ça demande, il faut pour ça avoir une bonne connaissance du travail, il faut connaître l'organisation du travail, donc ça demande au médiateur d'avoir quand même une technicité spécifique sur le travail, et je vous assure que ça ne s'improvise pas, c'est quand même compliqué le travail, puisque la plupart d'entre nous, nous pensons que nous savons ce que c'est parce que nous travaillons, mais non, mais non, mais non. C'est comme l'inconscient, vous croyez que vous savez ce que c'est parce que vous en avez un, allez donc sur un divan et vous verrez la différence.